Bonjour tout le monde. Oula, je vais baisser un peu la voix. Prenez place, il nous reste encore une petite minute. En tout cas, je tiens à dire, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur de tous vous voir aujourd'hui. Aussi nombreux, surtout à venir à cet événement. Et du coup, bienvenue à cette session du AWS Summit Paris 2022 où nous allons parler de pratiques DevOps. Et avant même de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Steve Well et je suis architecte de solutions senior sur un vertical relativement spécifique vu que c'est celui des jeux vidéo. Alors, parlons un peu de DevOps et aujourd'hui, vous avez dû tous l'entendre comme des stratégies d'entreprise et pour ma part, en tout cas personnellement, j'ai eu la chance de connaître un peu la naissance de ces pratiques où à l'époque, je me réveillais à 3h du mat, je mettais ma petite doudoune, j'allais dans des data centers, j'allais racker les serveurs ou débugger les serveurs généralement. Et aussi, j'ai eu la chance de développer des applicatifs relativement complexes avec un certain nombre de services. Et malheureusement pour moi, l'automatisation n'existait pas à cette époque. Et on était encore sur des procédures papier avec des cycles en V. Et à côté de ça, il y avait des entreprises relativement novatrices qui s'appelaient Netflix, je pense que tout le monde connaît, qui sortaient des nouvelles théories, des nouvelles principes d'automatisation, on parlait de chaos engineering, on parlait de tests de sécurité, de résilience, etc. Et croyez-moi, à l'époque, c'était un véritable canyon. Alors, du coup, d'où est née cette nécessité de DevOps? Alors, vous vous en doutez bien, aujourd'hui, de nombreuses entreprises, et je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes tous présents dans cette salle, c'est que on a une nécessité d'aller vers le digital. On a une nécessité d'être au plus proche de l'innovation, d'avoir du time to market. Tous ces termes-là qui vont avoir, mine de rien, une conséquence au niveau des décisions technologiques que l'on va devoir faire. Et c'est pourquoi les entreprises vont avoir la nécessité de devoir livrer des applicatifs de haute qualité et ce, de façon rapide et fiable. Et là, c'est vraiment très important, cette rapidité, cette fiabilité que les entreprises doivent aller. On a vu des nouvelles méthodologies agiles qui ont changé aussi la façon dont on a pu travailler avec nos métiers. Mais là aussi, le DevOps va apporter son lot de méthodes pour pouvoir travailler et justement aller vers cette fiabilité, cette rapidité. Vous l'aurez compris, ici, on va aller vers de l'automatisation. Cependant, et un plus grand regret, c'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi autant d'entreprises ne font pas encore du DevOps aujourd'hui? Dans mon quotidien, je vois encore des entreprises justement qui commencent tout simplement la mise en place de ces nouvelles pratiques. Déjà aussi, ça peut venir d'une première raison, c'est que généralement, et là où je crois souvent, c'est dès qu'on évoque le mot DevOps, généralement, j'entends parler Jenkins, j'entends parler Git, ou en tout cas tout un joli catalogue de services. Là où au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que le DevOps, ici, on va parler de pratique, on va parler de culture, et qu'en fait, il va se composer d'une multitude de facettes. Bien évidemment, le CI/CD en fait partie. On va parler d'automatisation, c'est-à-dire de construction d'un artefact, de stockage de cet artefact. Une fois qu'il sera stocké, on va mettre en place des nouveaux pipelines d'automatisation pour déployer certains artefacts au niveau de notre infrastructure. Mais attention, le DevOps ne s'arrête pas là. On va commencer aussi à utiliser des outils d'observabilité. Je vous le disais, on sort un peu du cadre monolithique, on va aller vers des architectures de plus en plus complexes. On va devoir comprendre les entrées, les sorties et les différents états par lesquels vont passer nos services. Déployer un service, ça peut rester relativement simple. Quand on doit développer une cinquantaine de services, la complexité va s'augmenter et on va avoir la nécessité de capter les informations issues de ces services. Tout simplement, je déploie une nouvelle version, la version est buggée, j'ai des erreurs qui sont générées, j'ai des logs d'erreurs, des exceptions qui sont générées, je vais devoir réagir à ces informations-là pour possiblement revenir en arrière ou en tout cas notifier mes équipes de support de corriger très rapidement le bug. On parle d'applicatifs, on parle bien évidemment aussi du mode opérationnel, c'est-à-dire des infrastructures qu'on va déployer. Et ici, on va aussi, méthodologie, développeur, aller vers ces pratiques-là pour l'infrastructure. Et c'est ici on va aller toucher du doigt des technologies de type infrastructure as code, où on va commencer à mettre en place les mêmes méthodologies de travail qu'on a au niveau applicatif, au niveau des infrastructures. On va versionner notre code, on va pouvoir faire des revues de code, on va pouvoir maîtriser les impacts aussi de notre code. Entre une version 1 et une version 2, on va pouvoir savoir exactement ce qui a été modifié, ce qui va être poussé, et ainsi justement garantir cette fiabilité tant recherchée.
La gestion des sources, la gestion des artefacts, comme je le disais. Alors ici, pareil, méthodologie encore. Pareil, hein, on parle pas de technique. Ici, alors de nombreuses entreprises parlaient très souvent à une époque de Gitflow, avec les différentes branches qu'on pouvait avoir. Nous, chez AWS, aujourd'hui, on parle plus de trunk-based, c'est-à-dire on va aller vers la source de vérité. La source de vérité sera notre branche principale, et cette source-là, c'est celle qui va nous servir à pousser notre artefact, en tout cas notre applicatif, sur les différents environnements auxquels on va pouvoir se pousser. Automatiser va aussi nous permettre de rajouter de nouvelles tâches. Jusqu'alors, peut-être impossibles ou méconnues. On va aller rechercher des nouvelles pratiques de sécurité. Tester, par exemple, tout simplement la sécurité de nos dépendances. Alors, que ce soit les langages de programmation qu'on utilise, on utilise généralement et forcément des dépendances issues possiblement du monde open source. Et il faut qu'on arrive à maîtriser en tout cas aussi les versions de ces dépendances parce que celles-ci possiblement peuvent contenir des failles de sécurité. Il est de notre devoir aujourd'hui de garantir le versionning et en tout cas l'implémentation de ces dépendances, tout simplement pour éviter aussi les problématiques de sécurité plus tard. Des nouvelles pratiques de résilience aussi, et là, pareil, Netflix a été relativement novatrice dans ce domaine-là. On parle ici de chaos engineering, où on va pouvoir tester en direct, au niveau de notre automatisation, la résilience et la fiabilité de notre infrastructure. On va, alors ils appelaient ça des petits singes, pouvoir lancer des petits singes pour mettre de la latence réseau, générer du load au niveau du CPU, tout simplement mettre en off une zone de disponibilité, c'est-à-dire plutôt couper toutes les instances qui sont dans une zone ou dans un subnet. On va pouvoir même aller jusqu'à la rupture d'une région. L'objectif, c'est de simuler des comportements qui peuvent arriver, et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, hein. C'était malheureusement, et on lui souhaite bon rétablissement à Monsieur Werner Vogel qui le dit, c'est que tout peut tomber à tout moment. Et à partir du moment où on part de ce principe-là, eh ben, il faut tester le fait qu'à un moment donné, ça peut tomber, et comment mon applicatif va se comporter. Hop. Et donc, ce qui m'amène au grand principe. Et là, ici, alors, pour ceux qui étaient venus dans la salle, où avoir un énième pipeline avec 150 étapes d'automatisation de comment on fait, comment Netflix fait ou comment Amazon fait pour déployer ces outils, et ben ici, moi, je vais plutôt vous parler des grands principes de DevOps et ce que vous, au niveau de vos entreprises, vous devez faire. C'est pour ça que j'aurais beau vous montrer n'importe quel pipeline, il ne sera pas forcément adapté à votre contexte, parce que chaque entreprise est différente. Chaque entreprise a son contexte aussi, son histoire, sa politique interne, ses équipes de managers. Et le DevOps va beaucoup plus loin que juste un pipeline, une automatisation type qu'on va pouvoir copier, coller et répliquer au sein de notre entreprise. Le mot principal ici, c'est la collaboration. Dans le DevOps, là où par exemple l'Agile a ouvert un nouveau canal de communication entre les métiers et les IT pour réapprendre à discuter, à exprimer des besoins, à les cadrer et à les développer, le DevOps est un nouveau canal de communication qui va permettre aux développeurs, aux opérationnels de pouvoir communiquer et de faire évoluer un produit. Et attention, c'est un terme vraiment important, c'est que aujourd'hui le DevOps, c'est un produit que vous devez mener au sein de votre entreprise. Au même titre qu'un produit, vous allez faire un cahier des charges. Quel est mon existant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je cherche à atteindre? Je veux tout simplement faire de l'automatisation jusqu'aux environnements de dev. Pourquoi pas? C'est un besoin. On va, au même titre qu'un produit, aller sur des scopes réduits où on va se dire, bon, je vais pas dire que ça, je vais faire du Netflix en T0 à un instant T. Mais par contre, je vais avoir mon MVP au niveau de ma chaîne DevOps. C'est que je vais commencer petit, mais je vais commencer. Je vais commencer à mettre un peu d'automatisation. Je vais au final gagner du temps sur des tâches que avant je devais faire manuellement. Ce temps, je vais pouvoir le réexploiter et réinvestir pour rajouter une étape. Je vais rajouter dans mon pipeline une petite étape pour valider les dépendances de sécurité en utilisant des outils. Je vais pouvoir valider d'autres tests et rajouter des tests d'intégration. Encore une itération. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante. C'est qu'au travers de l'automatisation et de l'expression des besoins que vous avez au sein de votre société, entre les devs, les ops, c'est vraiment un produit qui va être au final même consommé par les devs et les ops, vous allez pouvoir en tout cas définir la roadmap de votre chaîne DevOps et commencer à la construire, commencer à itérer. Il peut y avoir des échecs, mais vous allez itérer, vous allez faire évoluer et ainsi avoir la chaîne DevOps qui va correspondre à vos besoins et à votre roadmap et à votre contexte aussi interne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit quand on commence à comparer avec ceux qui font du DevOps et ceux qui font pas de DevOps? Bien évidemment, c'est de la réduction de cas d'échec.
on commence à maîtriser, je vous parlais rapidité et fiabilité. Réduction, bien évidemment, des délais de déploiement. On n'a plus d'étapes manuelles. Et encore, là, je pense que les chiffres, ils ne comparent pas avec... À l'époque, on faisait les 50 pages de procédure avec petit 1, le petit sudo, petit 2, etc. Et qui dit aussi rapidité de déploiement, c'est aussi rapidité sur la réduction du temps de récupération. J'ai un bug, qu'est-ce qui se passe? Je notifie les équipes support, je corrige le bug, je pousse. Mon automatisation prend le fil, je déploie, pourquoi pas, jusqu'en production ou jusque dans d'autres environnements. Mais en tout cas, ici, j'ai gagné énormément de temps. Et donc, au final, pour une entreprise, la nécessité derrière ça, c'est toujours la satisfaction de ses consommateurs, de ses utilisateurs. Parce que si demain, on commence à déployer des services qui sont tout buggés, bien évidemment, on va perdre aussi des parts de marché. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui fait pas du DevOps? Pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui s'appelle pas Netflix? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a des murs. Il y a des obstacles qui vont se présenter et il faut à un moment donné arriver à les passer, arriver à les casser et arriver à les surmonter. Le premier obstacle que je vois, c'est trop difficile de démarrer. Et ici, je ne vais pas parler de techniquement, mais on va dire plutôt au niveau des relations d'entreprise. J'ai vu énormément d'entreprises qui avaient cette rupture de communication malheureuse entre les développeurs, les ops qui disent que les devs ils font n'importe quoi et commencent à pousser même des briques d'infrastructure dont je ne sais pas où. Les opérations où les devs disent mais ils sont trop stricts, il y a de la sécurité, on peut plus rien faire. Et du coup, cette rupture de communication va justement être un grand frein justement à la mise en place de cette culture. Et c'est pour ça, la pause déjeuner. Et c'est pour ça que justement, aller vers cette démarche de projet, cette captation de besoins. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez besoin? Vous opérationnel, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Le RSSI, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux mettre en place cette conformité, cette gouvernance, etc., va vous permettre de définir des user stories et ensuite une roadmap, un backlog pour développer votre projet. Une fois qu'on a passé ce mur, le choix éternel des services. Et là, l'écosystème, alors heureusement pour nous, l'écosystème est très vague. Des serveurs Git, il y en a, en veux-tu, en voilà. Des outils d'intégration continue, c'est pareil. Des outils de déploiement continu, un peu moins. Mais ici, il va falloir faire un choix. C'est une décision stratégique d'entreprise. Il faut faire un choix. Et en tout cas, voilà. Généralement, on a peut-être un historique. Partez sur cet historique. Rien n'est acté et en tout cas fixe dans le marbre. Donc, faites un choix et commencez en tout cas sur un lot d'outils. Ensuite, on va commencer les vraies problématiques techniques. Il va falloir interconnecter tout ça. Et malheureusement, généralement, les choix vont aller sur 15 outils différents. Donc là, on va vouloir interconnecter en termes de gouvernance. Mon GitLab est lancé dans un serveur X. Il doit avoir des droits d'accès à AWS pour créer l'infrastructure. Nouvelle problématique qui se pose, qu'il va falloir résoudre. Ici, moi, je suis toujours sur l'optique de la simplicité. Aller au pragmatique, sélectionner des outils qui vont vous simplifier la vie, qui sont intégrés, en tout cas, qui vont vous permettre justement, comme tout service aussi d'infrastructure, de vous dissocier de la complexité technique et d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire apporter de la valeur à votre entreprise, c'est-à-dire apporter de l'automatisation à votre entreprise. Vient ensuite l'éternelle question des contrôles centralisés et de la gouvernance. Et là, grand débat aussi, qui gère la sécurité? Qui va gérer les opérations? Nos développeurs, de plus en plus, vont utiliser des services managés qui, au final, il n'y a plus besoin des jolis dashboards avec du CPU ou de la mémoire. Je fais du AWS Lambda, j'ai plus de problème de CPU et de mémoire. Donc, comment ça se passe quand j'ai un bug à 3 heures du mat? Aujourd'hui, c'est les développeurs, justement, qui vont commencer à récupérer aussi cette nécessité de patcher. Et là, on va aller vers une nouvelle aussi gouvernance où on a des termes de type you build it, you run it, où justement, en fait, les développeurs vont avoir maintenant cette connaissance ou possiblement réutiliser des briques fournies par les opérationnels, des briques qui sont estampillées opérationnelles avec toutes les bonnes pratiques de la société. Et les opérations vont apporter de la valeur différemment. Ils vont pas du tout disparaître, loin de là. Ils vont justement apporter de la valeur sur la construction de ces briques, sur la mise en place de l'observabilité, sur la mise en place de l'automatisation des tests de sécurité, sur de la gouvernance, etc., etc. Donc, c'est vraiment, en fait, un juste milieu à trouver. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un pipeline pour tout le monde. Il y a vraiment le pipeline de votre entreprise que vous devez trouver. Et enfin, là, le dernier obstacle, c'est j'ai pas d'expertise en interne.
Et aujourd'hui, malheureusement aussi, l'expertise en externe est très compliquée à trouver. Le marché de l'informatique est tel que les compétences sont très rares. Je pense que vous le vivez tous. Et donc, c'est aussi un grand bloqueur. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir aussi faire des choix technologiques qui vont aller toujours vers cette simplicité et donc vers la capacité d'aller rapidement vers la définition de vos besoins. Et on a vu des obstacles et je pense que écoutez l'histoire d'une entreprise sur ce témoignage de comment eux-mêmes ils sont arrivés à trouver ces obstacles, à les surmonter, à mettre en place ce genre de pratique, on dit beaucoup plus long que des slides théoriques. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de faire venir sur scène Nedim, qui est ingénieur infrastructure chez Voodoo. Bonjour. Bonjour Nedim. Merci Steve de m'inviter. Alors, ce que je te propose, c'est, je te laisse te présenter. Je te laisse présenter aussi Voodoo et ce que vous faites aujourd'hui pour donner un peu, outre mon beau slide avec quelques exemples de jeux. Oui, moi je m'appelle Nedim. Ça fait un peu moins de 20 ans que je suis dans l'IT. J'avais aussi une doudoune pour aller dans les data centers. Ça fait 15 ans que je fais vraiment Ops à proprement parler, et ça fait 2 ans que je suis chez Voodoo. Voodoo, donc, qui est un éditeur de jeux vidéo pro mobile assez gros. On a 6 milliards de téléchargements, 300 millions d'utilisateurs mensuels, et on est un peu leader dans le domaine. Voilà, toute modestie. Super, merci Nedim. Alors, on a la présentation de ce qu'est Voodoo. Maintenant, au niveau justement infrastructure, 300 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Je pense que l'infrastructure aussi doit être relativement sympa à regarder. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors Voodoo est un hybride entre le game tech et le ad tech. Donc, on a pas mal de services assez génériques, assez standards, un peu comme tout le monde, des bases de données, des services stateless, etc. Chez nous, ça tourne sur Cube. On a des pipelines d'analyse de données, donc on utilise toute la ribambelle des services AWS, les Redshift, les S3, les Kinesis, la totale. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, toi, ton équipe aujourd'hui, c'est quoi le périmètre ? Alors, donc l'équipe infra, en gros, est en charge de gestion des comptes AWS, de ce qu'on appelle la plateforme, c'est-à-dire nos clusters Cube avec tous les contrôleurs et toutes les dépendances dont on a besoin pour tourner en prod, et globalement aussi les outils de déploiement et de gestion de ces infrastructures, et tout le reste en général aussi. Génial. Alors, du coup, je parlais DevOps, je parlais de culture, de pratique, de projet DevOps même au sein d'une entreprise. Donc, généralement, tout projet naît d'un besoin. Quel a été le besoin de Voodoo d'aller vers ce genre de pratique ? Un peu comme toutes les autres entreprises, il faut diminuer au maximum la friction entre l'idée, le début du développement et la mise en prod, sans nécessairement se mettre en péril par rapport aux problèmes de sécurité, de disponibilité, de résilience, etc. Et aussi, on est dans un milieu qui est assez concurrentiel, assez dynamique, et on doit livrer des features plus vite et mieux que les concurrents pour rester au top. Super. Alors, pareil, tout démarrage ne se fait pas à T0, on s'appelle pas tous Netflix à l'instant T. Donc, j'imagine bien qu'il y avait des obstacles, des murs en tout cas, à surmonter côté Voodoo. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je suis la 3e génération d'Ops chez Voodoo. Donc, je suis arrivé, il y avait déjà un existant. Il y avait une forme de DevOps, il y avait une forme d'automatisation qui était déjà mise en place et qui avait permis la croissance de Voodoo à une époque. Mais elle était un petit peu compliquée à maintenir dans le temps puisqu'elle était faite pour aller vite et pas nécessairement pour durer dans le temps. Le modèle, c'était... en gros, il y avait un repository qu'on pouvait cloner, le fameux copier-coller, pour déployer des morceaux pour déployer un cluster cube. Il y avait un autre repository qu'on pouvait copier-coller pour déployer son appli sur ce cluster cube. Et aussi tous les composants d'infra qui vont avec, les buckets S3, les SQS, les RDS, etc. Donc du coup, quand je suis arrivé, il y avait déjà des pipelines en place qui fondamentalement permettaient aux devs de pousser du code sur un repo Git, et ça se retrouvait après une ou deux étapes, c'était dev staging prod.
Mais on s'est fait coincer par l'évolution de l'écosystème dans lequel on évolue. Et c'était difficile, voire impossible, de maintenir ces 1000 instances de cette pipeline à jour. Donc, ce qu'on voulait faire pour pouvoir continuer à proposer en gros cette feature aux développeurs qui est tu pousses du code, ça se retrouve en prod. Il fallait déjà repenser les pipelines pour arriver au même résultat, mais éviter un peu les pièges qui font que ça devient immaintenable. Et du coup, quelle était la prochaine étape? Eh bien, on a fait un prototype. Première chose à faire, c'est faire un prototype pour voir si déjà ça fonctionne. On a un petit peu, on a appliqué les principes que vous avez déjà vus dans tous les talks et dans toutes les slides du DevOps. Le premier, c'était le fameux separation of duty, savoir qui s'occupe de quoi. On a un petit peu redéfini les périmètres de responsabilité des équipes. Donc, nous, c'est l'infra, les comptes AWS, le réseau, les clusters EKS. Les devs, c'est les ressources de leurs applications et leurs applications. Ensuite, nous avons un petit peu découplé ces pipelines. On a changé d'outil, on est passé sur Terraform, et donc du coup, tout ce qui est reproductible comme environnement, c'est dans un module, il est invoqué dans un repository qui crée toute la stack, etc. On a appliqué la même méthodologie pour les ressources liées à l'application. Pour nos collègues devs, on leur a fourni des outils pour développer des modules Terraform et beaucoup de documentation, du training, des pipelines de contrôle qualité. Et ensuite, nous avons pour la partie déploiement de l'application, pareil, on a bien découplé le build du déploiement. Et maintenant, un build, bon, c'est pas sorcier, globalement, on build des images Docker et ça se retrouve sur des clusters cubes tout seul comme par magie avant. Voilà. La magie, j'adore. Et maintenant, c'est du coup, on devait faire un bilan. Je parlais des super chiffres qu'on pouvait avoir aujourd'hui en retour d'expérience. Mais aujourd'hui, chez Voodoo, c'est quoi le bilan? C'est plutôt un bon bilan. Il y a eu pas mal de boulot pour, du coup, comment dire, il y avait une résistance au changement nul et il fallait faire un petit peu de lobbying auprès de nos devs pour qu'ils adoptent nos solutions. Qui l'auront plus parce qu'il y a certains avantages dont ils disposaient pas avant. Donc ça, c'était un peu l'idée de leur proposer des choses pour qu'ils aient envie de se servir dans notre truc. Et maintenant, on déploie une centaine d'applications de services avec cette nouvelle pipeline. Ça marche bien. Alors, je parlais de rapidité, c'est génial, mais je parlais aussi de fiabilité. Et du coup, alors, est-ce que vous avez senti ce regain de fiabilité chez Voodoo et l'apport justement de nouveaux principes d'automatisation pour tester sécurité ou résilience? Alors, oui et non, en vrai. Oui, parce qu'on a une meilleure maîtrise des outils, on a une meilleure vision de ce qui se passe quand on déploie et forcément quand on a une nouvelle vision, quand on a une meilleure vision, on découvre tout un tas de nouveaux problèmes. Et donc du coup maintenant le défi pour les mois qui suivent, c'est de s'attaquer à ça. Donc typiquement ce que tu disais, maintenant qu'on a un outil qui est bien adopté, commence à être bien utilisé, qui est bien maîtrisé par nous et par nos équipes de dev, maintenant on a des endroits où on peut plugger, enfin brancher des points de contrôle sur la qualité du code, sur la sécurité, etc. Et du coup, si pour l'assemblée, tu avais des bonnes pratiques à pousser justement pour bien démarrer, ou en tout cas avoir une bonne vision de pratique DevOps? Faut commencer. En fait, il y a pas de, comme tu disais, il y a pas de recette miracle. C'est un truc qui se fait un peu organiquement et qui finit par correspondre à la structure de la boîte. Donc, commencez, faites un truc. Commencez petit et puis n'hésitez pas à itérer dessus, à revenir. Et puis, si au bout d'un moment ça marche pas, vous jetez, vous recommencez. Super, merci Nedim. Moi j'adore perso ces retours d'expérience parce qu'on voit justement que c'est pas forcément irréalisable, mais qu'à un moment donné, quand on a la bonne vision, la bonne démarche en termes de collaboration, on commence. Des fois on échoue, mais on recommence, on avance petit à petit, on itère au même titre qu'un projet et du coup on arrive justement aujourd'hui à avoir des témoignages on n'est pas de Netflix, mais derrière on avance et on rajoute des bonnes pratiques justement pour garantir tout ça. Merci Nedim. Merci à toi Steve.
Et du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient voir un peu de tech, donc je suis obligé de faire un peu de tech. Et du coup, ensemble, justement là, pendant les 15 minutes qui suivent, on va casser ensemble ce premier mur. C'est trop difficile pour démarrer, donc je vais vous montrer qu'en 13 minutes, on peut aller relativement vite, construire quelque chose avec déjà des pratiques positionnées, avec cette complexité au niveau des services simplifiée au maximum. C'est-à-dire que on se soucie pas forcément des interconnexions ni rien avec les 15 briques de services différents de l'écosystème DevOps. Mais on va commencer en tout cas et faire quelque chose. Si, c'est possible d'avoir le micro. Et du coup, génial. Et du coup, pour ça, je vais utiliser une super technologie. Alors moi perso, je suis un grand fan, donc je serais peut-être un peu faussé. Peut-être un peu faussé, mais c'est AWS Cloud Development Kit, qui est tout simplement, je parlais d'infrastructure as code, là c'est ça, c'est exactement ça, c'est du code, donc des langages de code, donc pour les développeurs dans la salle, ils vont vraiment s'y retrouver. Moi je suis plus développeur qu'infra, donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup plus. Et on va commencer en tout cas à utiliser toute la puissance du développement, où ici on va parler d'abstraction, de polymorphisme, d'héritage. Donc ça parle à beaucoup de développeurs, mais c'est les bases d'une entreprise où on va pouvoir commencer à construire des bases, des dépendances qu'on va pouvoir transmettre de projet en projet pour initialiser justement les bonnes pratiques de l'entreprise. Et c'est là où on va retrouver vraiment tout ce qui est conformité et comment garantir tout ça et cette qualité tant recherchée. Alors, du coup, vous doutez bien, je vais pas le faire en live, je vais quand même éviter les effets démo. Mais ici, moi, c'est simple, j'ai pris un projet. Alors, j'aime bien Lerna, j'aime bien le TypeScript. Alors, Lerna, ça me permet de gérer différents packages. Je suis quand même de la vieille école, j'adore les makefiles. Je suis toujours un adepte des grands makefiles. Donc, pour définir mes différentes étapes, histoire de synthétiser. Et ensuite, dans ce squelette d'application et de projet vide, je vais initialiser mon projet CDK. Alors ici, on a plusieurs langages pour CDK. Vous avez pu voir sur la droite, on a du Python, on a du .NET, on a surtout nous dans tout ce qui est game tech, on a énormément de .NET aussi. Mais bon, là, je le fais en TypeScript parce que je me dis que ça parlera à plus de personnes. J'initialise le paquet et il va commencer donc à bien évidemment me télécharger certaines dépendances. Et ici, on utilise la version 2 de CDK, donc beaucoup de simplicité en tout cas pour gérer tout ce qui est cycle de vie des dépendances. Alors, qu'est-ce qu'il va me créer? Il va me créer plusieurs répertoires, dont un fichier infra.ts qui va me permettre de construire, en tout cas de synthétiser mes différentes briques d'infrastructure. J'ai bien évidemment des tests, rappelons-le, des pratiques de développement adaptées à l'infrastructure. Donc, même si certains ici pensent que tester, c'est douter, il faut tester. Et enfin, la stack, qui va me permettre de définir ma stack et du coup mon infrastructure. Alors ici, moi, ma stack, c'est mon pipeline. Ce que je veux déployer, c'est mon pipeline qui lui-même déploiera des choses. Mon pipeline a besoin de paramètres. On se doute bien, j'ai besoin d'un repository Git. Donc ici, je vais devoir définir les différents paramètres de mon repository Git, c'est-à-dire, en avance, alors le submutating, je l'expliquerai tout à l'heure, mais le nom de mon repository, la branche de mon repository que je veux utiliser pour déployer. Et vu que c'est ici, moi, le code de cette démo, d'ailleurs, vous le retrouvez sur mon GitHub, que vous verrez à la fin, j'aurai besoin d'une connexion, parce que pour se connecter d'un compte AWS à GitHub, il me faut un identifiant de connexion. Le self-mutating, c'est est-ce que je veux que mon pipeline s'automette à jour? C'est-à-dire que je veux pousser ma modification. Si j'ai mis à jour mon pipeline, il va d'abord effectuer la mise à jour de mon pipeline et ensuite le déroulement de mon pipeline. Et pourquoi j'adore CDK? Pour ceux qui font du Terraform, pour ceux qui font du CloudFormation ou tout autre langage d'infrastructure as code qui est relativement déclaratif, pour les grands fans de YAML ou de JSON avec les accolades. Mais moi, personnellement, j'aime bien quand c'est simple, rapide et efficace. Et là, c'est pour ça que je vais tout simplement coder les différents éléments dont j'ai besoin. Alors, bien évidemment, je vais commencer à coder la connexion pour me récupérer mes sources de données. J'ai même mis des petites erreurs, histoire que ça fasse un peu live, mais... donc mes sources de données, mon repository, le nom de ma branche, bien évidemment, toujours la connexion, et ensuite on va utiliser ce qu'on appelle, dans CDK, c'est des constructeurs. Des constructeurs, c'est un peu symbolique des constructeurs, c'est-à-dire une abstraction qu'on vous donne de briques AWS déjà pré-packagées, déjà préformées. Alors pour ceux qui ont fait utiliser les outils AWS, il y a du code pipeline, du code build, la récupération des sources, du code deploy possiblement, et mettre en place et interconnecter tout ça. Il y a des rôles IAM qui sont compliqués à gérer, à maîtriser le least privilege, le moindre privilège, chose qu'on vous
recommande tout le temps. Mais ici, on va vous proposer déjà des constructeurs qui vont vous permettre de packager tout ça et simplement de les utiliser et de les consommer. Aujourd'hui, vous utilisez peut-être quelque chose par défaut côté AWS. Demain, peut-être que vos opérations vont construire pour vous ces constructs, les fournir aux développeurs et comme ça, ils pourront les consommer directement. Donc là, moi, tout simplement, je définis un code pipeline. Donc, c'est pas le service code pipeline. Ici, c'est le construct CDK pipeline où je vais tout simplement lui saisir les étapes. Et une étape qui est principale dans ce pipeline, c'est une étape où on va exécuter des commandes pour synthétiser, comme je vous ai dit, transformer le code de mon infrastructure, le vrai code de TypeScript, en CloudFormation, parce que bien évidemment, c'est du CloudFormation en arrière-plan. Donc mes étapes, c'est quoi? Make install. J'installe les dernières dépendances. Je construis mes différents assets. Ici, les assets, c'est pas forcément que l'infrastructure. Possiblement, je veux déployer une infrastructure web. Mais ici, mon build, il va aussi aller builder mon application React et tout packager ensemble. Vous verrez, il y a même des constructs qui vont vous aider à packager tout ce qui est compilé au niveau de React ou même d'autres langages. Et après, je synthétise. Et ensuite, il faut bien que je définisse ma stack. C'est bien beau d'avoir le pipeline, à un moment donné, il faut que je puisse déployer mon infrastructure. Alors, ici, je suis allé, pareil, relativement simple. Mon infrastructure web sera tout simplement la construction d'un conteneur qui sera load balancé sur ECS Fargate. Donc, notre orchestrateur de Docker qui est managé côté AWS. Et j'ai pas ici construit en tout cas l'image Docker, mais j'ai utilisé une image Docker qui vient de la communauté. Donc, pareil, j'ai pas à redéfinir les rôles IAM, j'ai pas à redéfinir la connexion avec le CR repository, ou enfin ici là du Docker Hub, j'ai pas à redéfinir le load balancer, à gérer des security groups, etc. Tout simplement, j'utilise le construct qui s'appelle Application Load Balancer Fargate Service. On a même des constructs un peu plus évolués, mais ici, c'est un service qui va être automatiquement créé. Je lui donne 2-3 informations, c'est-à-dire quand même la taille, la nécessité en termes de mémoire et de CPU, la connexion à mon image, et derrière, le construct va tout gérer. Ce qu'il faut comprendre derrière les constructs, c'est que par défaut, vous avez toutes les bonnes pratiques, on gère pour vous, et on vous garantit pour vous la partie least privilege IAM, mais vous avez la capacité de tout surcharger, c'est-à-dire si vous voulez customiser, ou en tout cas adapter à vos besoins, vous pouvez très bien le faire. C'est juste que par défaut, on le fait simplement. Donc là, bien évidemment, je suis pas dans toutes les bonnes pratiques avec du load balancing, avec de la scalabilité, etc. Mais l'objectif, c'était de vous montrer une stack relativement simple. Maintenant que j'ai ma stack, comme je vous disais, nous, chez AWS, aujourd'hui, on fait du trunk-based. Trunk-based, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce système avec une branche develop, une branche main. On va avoir une branche unique, donc une source de vérité qui sera notre branche principale. Et à partir de là, on aura bien évidemment des sous-branches pour tout ce qui est création de user story, etc. Mais c'est notre branche main qui va être la source de vérité pour le déploiement. Et ensuite, mon déploiement va transiter de stage en stage, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'en production et transiter par un stage de dev. Je vais déployer mon infrastructure, déployer mon application, faire des tests d'intégration, faire des tests de charge, etc., pour garantir, dire, OK, à la fin de mon stage de dev, si tout est ouvert, c'est que je garantis que la fiabilité et la qualité de mon déploiement a été fait, et donc je vais pouvoir déployer à l'étape supérieure. Je peux aussi bien évidemment rajouter une transition manuelle pour ceux qui ont toujours l'appréhension de je veux quand même maîtriser mes déploiements en prod, mais en tout cas ici, on va pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que je vais créer ce que j'appelle un stage, et mon stage va être composé de plusieurs stacks. À vous, pareil, de définir, au même titre avec les pratiques de dev, on va pouvoir séparer un peu certaines fonctionnalités, dire que j'ai une stack spécialisée dans la sécurité, je vais créer mes clés de chiffrement dedans, je vais pouvoir avoir une stack dédiée à tout ce qui est opérationnel. Moi, généralement, c'est ce que je fais avec mes dashboards, CloudWatch, etc. En tout cas, ici, j'ai qu'une seule stack qui est ma stack web. Comment je vais utiliser mes stacks? Je vais définir aussi des paramètres spécifiques à chaque stage. Là, libre à vous, en tout cas à votre imagination pour définir les différentes propriétés qui vont définir votre stage. Tout simplement le nom, testing, bêta, gamma. Enfin, nous, c'est aujourd'hui des terminologies qu'on utilise côté AWS pour déployer sur différents environnements. Et mon pipeline va être composé d'un ensemble de stages, tout simplement. Et donc là, aujourd'hui, mon objectif, justement, c'est de construire l'infrastructure où je vais pouvoir déployer à minima un stage testing. Mais si demain, vous verrez que je vais rajouter un autre environnement, QA, pré-prod, etc., ici, c'est un non-événement. Je vais rajouter 2-3 champs de configuration. Et ça va me permettre très rapidement, en tout cas, de le déployer. Alors, bien évidemment, j'ai choisi la région Paris. On est au sommet de Paris.
Et donc, je vais définir que ma pipeline stack est ma stack principale de mon application. Je lui donne un petit nom, quand même. Et ensuite, tout simplement, je vais commencer à saisir les différentes propriétés. Donc, bon, si on compte à peu près le nombre de lignes, je pense que, à tout casser, je pense que j'arrive pas aux 100 lignes de code, peut-être plus dans les 60-70 lignes de code. Et vous verrez que le rendu tout à l'heure, en fait, la recherche de cette simplicité, de l'apport de valeur immédiat, généralement qu'on entend aujourd'hui très souvent à travers des services managés, on va le retrouver aussi au niveau du DevOps. Rappelez-vous, le DevOps est à considérer au même titre qu'un projet. Au même titre qu'on définit une infrastructure, on va définir une infrastructure DevOps. Et au même titre qu'on doit apporter de la valeur au sein d'un projet, on doit apporter de la valeur au sein du projet DevOps. Donc, je saisis mes 2-3 valeurs. Vous verrez, de toute façon, je vous donnerai mais vous avez déjà le nom de mon repository Git, ici. Vous pourrez retrouver le code de cette démo. Et donc, voilà. Je configure 2-3 variables, la région, bien évidemment. Et là, je vais commencer à définir les stages de mon pipeline. Comme je vous ai dit, moi, mon objectif à l'instant T, maintenant, c'est à minima de pousser mon infrastructure sur un stage qui s'appelle testing. Aujourd'hui, j'ai que ça comme paramètre, mais on peut très bien commencer en tout cas à passer différentes informations. Ici, aussi, un point qui est très important à comprendre, c'est que vous vous rappelez les artefacts. Un point aussi toujours vrai, c'est que mon artefact, je ne vais pas le construire 3 fois sur différents environnements. Les environnements peuvent varier, ils peuvent avoir des petites modifications, quelqu'un peut avoir touché la console et effectuer des clics-clics ou autres. Et donc, j'ai aucune garantie de l'imitabilité de chacune de mes environnements AWS. Par contre, si je construis mon environnement et mon artefact sur mon compte de pipeline, et que c'est cet artefact-là que je vais pouvoir propager sur mes différents environnements, j'ai la garantie qu'en tout cas, ce que je vais déployer, ça sera toujours identique, ça sera toujours le même artefact. On peut manipuler aussi des paramètres de sortie. Bien évidemment, je peux récupérer directement de ma stack CloudFormation des outputs. Ici, tout ce que je veux, c'est récupérer l'adresse de mon load balancer, tout simplement, pour pouvoir le retourner et pour pouvoir, pourquoi pas, la consommer et l'utiliser pour apporter de la fiabilité, c'est-à-dire une grande étape qu'on a dans les tests et les tests d'intégration. Et pour les tests d'intégration, il faut que ce soit déployé, en tout cas, et que je puisse consommer cette infrastructure. Et vu que j'ai plein de stages, à un moment donné, j'ai pas envie que manuellement j'aille récupérer à droite, à gauche, créer un autre fichier properties, de config, etc. Je veux dynamiser tout ça. Donc moi, je me crée ma variable dynamique. Et là, on retrouve, comme je disais, les principes de développement où on commence à pouvoir utiliser en tout cas des moyens qui nous parlent, des boucles, tout simplement. Aujourd'hui, faire des boucles en Terraform ou CloudFormation, bon courage. Surtout CloudFormation, très compliqué. Donc ici, c'est 2-3 lignes qui vont nous permettre de faire ça. Donc je définis mon stage, je rajoute donc mon stage à mon pipeline. Donc petite simple boucle, peu importe le nombre de stages, demain j'en rajoute un, j'ai juste à rajouter les petites accolades avant, et ça va déployer dans les différents stages. Et justement, je veux rajouter un peu de qualité. C'est-à-dire que mon stage, il va déployer mon infrastructure, mais à un moment donné, une fois que mon infrastructure est déployée, je veux faire de la validation. Et là, test très simple, je vais tout simplement faire un curl qui va me garantir que mon infrastructure a été déployée. Je vais construire mon pipeline. Vous en faites pas, la phase de déploiement, je l'ai coupée, ça sera plus rapide. Je construis mon pipeline et tout simplement, je fais mon deployer. C'est des commandes make, mais derrière, c'est 1 ou 2 commandes CDK qui me permettent de faire la même chose. C'est juste que je les ai packagées, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'il va me proposer? Tout simplement, CDK va me dire à peu près les changements qui vont s'appliquer sur ma stack CloudFormation. Et donc, ici, voilà, je peux synthétiser toutes les modifications, ajouts, suppressions qu'il va y avoir sur ma stack. Et je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ici, la partie IAM, droit, j'ai des artefacts qui vont être construits, qui vont être propagés. J'ai rien eu à gérer aujourd'hui. Le CDK va le faire pour nous, il va nous le garantir. Je peux le surcharger si je veux, rajouter des droits exotiques si j'en ai besoin. Mais en tout cas, par défaut, on va le pousser. Et donc, tout simplement, on voit que mon stage testing le nom de ma stack a été déployé ici. On peut très bien le faire sur du cross account. Très facilement, vous verrez, j'ai une information, une properties à faire et je peux déployer ça sur un autre environnement ou même 10 autres environnements si je le souhaite. Et CDK va gérer les droits, les cross account rôles, etc. pour vous et vous simplifier grandement, très grandement. Donc, comme je disais, il va construire mes assets. Une fois qu'il va construire mes assets, mon pipeline lui-même, la stack de mon pipeline, c'est aussi un asset. Et donc, il va automatiquement le mettre à jour. Il va tester en tout cas si la stack de mon pipeline doit être mise à jour. Il va me mettre à jour. Si jamais elle doit être mise à jour, il va la faire. Il va recommencer le pipeline une fois que mon pipeline a été mis à jour. S'il n'y a rien à faire, je vais commencer à déployer mes stages
avec toujours 2 phases où il va d'abord faire un change set au niveau CloudFormation, une phase de déploiement, une phase de test. Et là, c'est la phase de test où on voit que j'ai mon petit curl qui va être effectué sur une variable d'environnement que j'ai récupérée à partir d'un output CloudFormation. Et puis, voilà. Et ici, on voit, il m'a déployé l'intégralité de ma configuration, l'intégralité de mes security groups. Alors, bien évidemment, ici, j'étais pas dans du exotique, j'étais sur du HTTP standard, mais vous verrez que après, c'est que de la petite customisation, que des petites properties, et j'ai mon applicatif disponible. En 13 minutes, j'ai pu, justement, vous montrer que, le premier mur peut être passé, on peut commencer. Après, ici, c'est des grands principes qu'il faut retenir, c'est déjà voir grand, pas s'arrêter à juste se dire qu'on va faire de l'intégration continue, construire des artefacts. Voyez grand, visez le Netflix, pourquoi pas. Voyez impossiblement grand. Par contre, il faut commencer petit. Quelque chose de réalisable avec, une première expression de besoin, on commence, et itérer. J'ai récupéré mes sources de Git, j'ai rajouté de l'intégration continue. Une fois que j'ai récupéré ça, je vais déployer mon environnement de testing. Ok, je vais rajouter des nouvelles phases d'automatisation pour valider mes tests unitaires, etc. Et donc, c'est pour ça que, comme disait Nedim, et je le recite aussi, c'est commencer n'importe où, vraiment, mais commencer. Échouer, c'est pas grave, mais il faut commencer. Il faut casser cette glace, mettre en place cette collaboration et vous lancer dans ce genre de projet. Des ressources, justement, pour commencer, un blog AWS, vous verrez de toute façon ma présentation sera partagée, un blog AWS qui vous détaille à peu près ce que j'ai codé ici, un livre blanc qui explique aussi comment nous, chez AWS, on fait, je parlais de Trunkbase, etc. Tout à l'heure, vous verrez un beau livre blanc qui explique les grands principes côté AWS. La démo sur mon Git, sur mon GitHub, qui est aussi disponible avec le code relativement simple. Vous verrez, il y a d'autres petites choses en CDK aussi qui sont sur mon Git, où là, c'est plus sur du full serverless. Donc, voilà. Et le manque de compétences, je pense que c'est à vous aujourd'hui d'aller en tout cas vous former, monter en compétences, lire par exemple ces petits white papers ou aller par exemple sur le Skill Builder pour vous former. On a des cours dédiés au DevOps, on a même une super certification DevOps Pro que je vous invite très largement à faire. Et en tout cas, il faut commencer, même que ce soit de la formation ou votre projet, mais allez-y. On adore les feedbacks, donc n'hésitez pas, je pense que c'est sur l'application Summit. Laissez vos feedbacks si vous avez bien aimé la présentation. N'hésitez pas à le faire partager. Si vous n'avez pas aimé la présentation, dites-le moi aussi. Et comme ça, en tout cas, je pourrais m'adapter, les récupérer et m'améliorer, bien évidemment. Je vous remercie énormément. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aurez appris des choses.